Maintenant débuter les auditions. Je souhaite donc la bienvenue à M. Simon-Pierre Rioux, président de l'Association des véhicules électriques du Québec. Je vous rappelle que vous disposez de 10 minutes pour votre exposé, puis nous procéderons à la période d'échange avec les membres de la commission. Je vous invite donc à commencer votre exposé. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, bonjour. Monsieur le ministre, bonjour. J'espère que vous m'entendez bien. Vous m'entendez bien? Oui. Parfait, merci. Merci de m'avoir invité aujourd'hui. J'ai entendu les remarques préliminaires. J'espère que vous allez avoir de bonnes questions pour l'Association des véhicules électriques. J'ai plein de bonnes réponses pour vous, en tout cas. Notre mémoire déposée ce matin, j'espère que vous avez la chance de regarder ça un petit peu. On n'adresse pas les points que vous aviez déjà discutés. Bon, c'est pour ça que j'aimerais qu'on puisse en parler un peu plus en détail pendant la période des questions. Notre objectif aujourd'hui, c'est de s'assurer que le projet de loi 184, qui veut établir un mode de financement pour un réseau de bornes rapides, offrira à Hydro-Québec la latitude nécessaire afin de subventionner l'achat et l'installation de ces infrastructures de recharge à travers la province. Ce réseau doit desservir non seulement les électromobilistes québécois, mais aussi ceux venant de l'extérieur de la province, ainsi que rassurer les automobilistes qui considéreraient l'électromobilité comme leur prochain choix lors de l'acquisition d'un véhicule. Donc, vraiment, on veut s'assurer que cette loi-là va permettre d'encourager l'acquisition de véhicules électriques par la population grâce à l'image que projettera ce réseau de bornes. On veut s'assurer que ça va offrir une sécurité énergétique aux citoyens convertis à l'électromobilité grâce à l'installation des bornes de recharge à courant continu, ce qu'on appelle souvent les BRCC, d'une puissance d'au moins 50 kW. Ça, c'est très important, ce terme-là, sur les autoroutes majeures et dans les grands centres. On vise initialement l'installation de 2000 bornes de recharge à courant continu, regroupées en de multiples superstations de 4 à 20 bornes par emplacement, selon l'achalandage prévu. On désire aussi l'installation de bornes rapides nouvelle génération. On veut supporter l'innovation et encourager la recherche et le développement en joignant nos efforts à ceux des Européens pour le nouveau standard à 350 kW ainsi que ceux à venir. Nous appuyons les efforts du gouvernement provincial à promouvoir l'utilisation des véhicules électriques et permettre aux citoyens de se déplacer à travers le pays en utilisant un véhicule mu à l'électricité. Cette promotion doit se faire en tenant compte du coût d'un tel projet de société. Les grands projets de société au Québec nous ont toujours permis d'assurer notre autonomie énergétique. Bien que ceux-ci ont toujours eu un coût important, les bénéfices obtenus ont un impact positif tant pour la génération actuelle que pour les générations futures. Parmi les bénéfices possibles du projet actuel, notons la diminution des gaz à effet de serre, la diminution des coûts en soins de santé causés par la pollution atmosphérique, les retombées économiques directes parce que l'énergie consommée est produite ici. L'Association des véhicules électriques du Québec, l'objectif est de promouvoir l'utilisation du véhicule électrique en passant par l'amélioration de l'infrastructure de recharge du pays, promouvoir le tourisme des propriétaires de véhicules électriques provenant d'ici et d'ailleurs, ainsi qu'informer la population sur les bénéfices de l'utilisation d'un véhicule électrique. Notre association est composée principalement de propriétaires et futurs propriétaires de véhicules électriques qui ont à cœur l'accélération de l'adoption de ce type de véhicule. Donc, au niveau des infrastructures de recharge rapide, j'aimerais qu'on discute de nos besoins pressants. Parce que le Québec, présentement, présente un retard sans précédent sur les programmes supportant la décarbonisation de son transport routier, ce qui entache son bilan des efforts de diminution des gaz à effet de serre. Le déploiement dans la province effectué jusqu'à présent est basé sur un ratio de 1 BRCC pour chaque 100 véhicules entièrement électriques enregistrés sur nos routes. Ce ratio de 1% est celui utilisé en Norvège, chef de file en électrification des transports au monde. Le ministre Moreau a pu lui-même constater le déploiement de l'infrastructure de recharge lors d'un récent voyage dans ce pays. Je tiens à attirer votre attention sur quelques chiffres afin de pouvoir comparer le portrait global du Québec avec d'autres pays tels le Japon et la Norvège. Donc, si on porte attention au tableau que j'ai sur le document,
On peut voir qu'on compare la Norvège, le Japon et le Québec pour des raisons très précises. Au niveau de la population, 5 millions Norvège, Japon 127 millions, Québec 8 millions. Nombre de véhicules, on parle d'environ un véhicule pour 2 citoyens, un peu plus au Québec, le ratio est légèrement plus élevé. En Norvège, ils ont 155 000 véhicules entièrement électriques. Au Japon, un pays avec beaucoup plus de gens, ils en ont 116 000, donc moins qu'en Norvège. Et au Québec, on en a 13 000. Le nombre de bornes rapides maintenant. Au Québec, on parlait d'environ 110, 113 bornes rapides. En Norvège, ils en ont 900. Et au Japon, plus de 7 000. Donc, ça fait un ratio de bornes par nombre de véhicules de 0,7 en Norvège, au Japon, plus de 6 et au Québec, 1 Pourquoi on parle de ça? C'est assez de comprendre un petit peu l'utilisation, l'impact du territoire, la densité par habitant. Puis, on se rend compte que les facteurs qui font que le Japon a besoin d'autant de bornes, c'est simplement que ce pays-là a un manque d'accès aux bornes domiciliaires et à du stationnement où on peut avoir des bornes sur rue. Donc, c'est important pour eux d'utiliser les bornes rapides comme des stations d'essence. En Norvège, les distances sont plus courtes, l'étalement est moins important. Et aussi, les vitesses sur autoroute sont diminuées. Ça, on va en parler un petit peu plus tard. Donc, en d'autres termes, avec un territoire presque 4 fois plus grand que la Norvège, on parle du Québec, qui est étalé dans toutes les directions plutôt que dans un seul axe, avec une population 1,6 fois plus élevée et possédant un climat hivernal plus rigoureux, réduisant davantage l'autonomie au Québec, le ratio de 0,7 de la Norvège ne suffit pas dans notre province. Pour sa part, le Japon possède un nombre élevé de bornes rapides dû au manque d'accès aux bornes domiciliaires et au stationnement. Chaque pays doit établir un ratio selon ses critères et ses réalités. Dans la dernière année, le taux d'installation de bornes rapides au Québec par le circuit électrique a chuté drastiquement à cause de son modèle d'affaires désuet consistant à trouver des partenaires pour l'achat et l'installation de ces bornes. Heureusement pour les électromobilistes, le réseau indépendant Flow a comblé une petite partie du vide laissé par le circuit électrique en faisant des demandes de subventions au gouvernement fédéral via leur programme d'infrastructure en créant des partenariats avec des entreprises privées telles que Cadillac, Fairview et Crevier. Le ratio de 1 n'est pas cependant adapté à la réalité des électromobilistes québécois pour plusieurs raisons. La température extérieure est plus froide, les distances sont plus grandes, il y a plus d'autoroutes, donc les vitesses sont plus élevées. Ce sont tous des facteurs qui consomment plus d'énergie, donc nécessitent plus de recharge. Ainsi, nous observons régulièrement plus de 2 ans des files d'attente aux bornes rapides lors de points d'utilisation très spécifiques, donc à des heures et à des jours très spécifiques, et ça dans des emplacements desservant des corridors électriques importants. Il est important aussi de noter que de nombreuses BRCC sont sous-utilisées. Généralement, c'est en raison de leur emplacement et du nombre moins important de véhicules entièrement électriques qui sillonnent ces routes. Il s'agit encore une fois d'une conséquence du modèle d'affaires actuel du circuit électrique. Il faut parler aussi des infrastructures d'avenir. Donc, pour la recharge, puis le soutien balisé aux véhicules électriques sont la clé du succès pour alimenter des véhicules entièrement électriques aux 4 coins de la province, puis offrir une sécurité énergétique aux électromobilistes. Ceux-ci doivent être confiants de pouvoir recharger lors de longs trajets, rapidement et sans détour, dans des emplacements avec des services et non des stationnements municipaux. Nous supportons les recommandations du CCEI présidées par Mme Monique Leroux visant l'installation de 2000 bornes rapides. Celles-ci doivent être déployées en superstations de 4 à 20 bornes par site, tout en s'assurant de leur évolutivité pour les standards de recharge de nouvelle génération. Il faut pour cela que le circuit électrique change sa mentalité, passant d'une installation de bornes rapides à court terme répondant à un besoin immédiat, à une vision à long terme en prévision des véhicules sur nos routes. C'est ce que la compagnie Tesla a toujours fait, bâtir en prévision et non en réaction. C'est pour ça qu'un site de superchargeur de Tesla, comme celui de Drummondville, qui s'est vu doté de 8 stations de recharge à 120 kW il y a 3 ans, alors que 2 mois plus tard, Hydro-Québec y installait une seule borne rapide de 50 kW. Il a fallu 2 ans à ces derniers pour installer une deuxième borne de 50 kW. Le site accumulant des files d'attente, créant la frustration et la désillusion chez les électromobilistes qui voulaient utiliser leur véhicule électrique pour faire le trajet Montréal-Québec. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Encore aujourd'hui. Je vous inviterai à conclure. Conclusion, c'est que
Oui. La conclusion, le ratio de bornes rapides par véhicule entièrement électrique doit être de 2 d'ici 2020 pour promouvoir l'adoption de ces véhicules, augmenter la couverture du vaste territoire puis éviter la congestion problématique. À compter de 2021, le ratio ciblé peut décroître simplement parce qu'il va y avoir des avancées technologiques, l'autonomie des véhicules de troisième génération va avoir un impact et d'autres facteurs. Quand on va être bien desservi, on pourra s'assurer que les corridors soient modifié d'une façon différente. Le projet de loi ne permettra pas de rattraper le retard accumulé dans les dernières années ainsi que les prochains mois de 2018 si le projet de loi 184 est adopté. C'est important pour Hydro-Québec, donc Circuit électrique, de trouver un financement supplémentaire et on a des choses à discuter en annexe 1 afin de rattraper le temps perdu. Le dernier n'est pas comptabilisé dans leur plan actuel. C'est important de le comprendre. Le retard nous inquiète, d'autant plus que nos efforts de sensibilisation auprès de la population ont un taux de succès beaucoup plus élevé cette année par rapport aux années précédentes. De plus, la récente augmentation du prix de l'essence aura certainement un impact sur la propension des citoyens à se tourner vers l'électrique pour leur prochain achat. Puis la loi, la norme VZE va avoir un gros impact. Il est urgent d'agir. On a initié le mouvement, l'AVEC a initié le mouvement pour un réseau de bornes rapides en 2013, mais on a demandé à différents intervenants dès cette année de soutenir leur pétition. On vous demande aujourd'hui aux élus de différents partis politiques de soutenir le projet de loi 184 sans partisanerie. Le financement proposé n'est pas parfait. Il ne correspond pas à un budget suffisant pour soutenir nos demandes initiales. Cependant, avec les élections qui auront lieu cet automne, ne pas voter en faveur de ce projet de loi sera préjudiciable à l'avenir des véhicules électriques au Québec. Nous préférons donc un mode de financement imparfait qui peut être bonifié dans le temps à travers différentes sources. On parle encore de notre annexe 1, mais qui pourra être mis en action dès maintenant, plutôt que de ralentir le processus pour trouver une solution qui aura causé, entre-temps, des dommages irréversibles dans le marché florissant des véhicules électriques. Merci. Merci beaucoup, M. Rioux, pour votre exposé. Nous allons maintenant débuter la période d'échange. Monsieur le ministre, la période est à vous. Merci, M. Rioux, pour votre participation à la commission parlementaire. Écoutez, le député de Saint-Jérôme ne semblait pas avoir d'opinion sur le projet de loi, puis il attendait de voir les intervenants parler. Si j'ai bien compris, dans la conclusion de votre présentation, vous y suggérez de voter en faveur du projet de loi. Est-ce que j'ai bien saisi ça? Ça peut l'inspirer pour ses remarques tantôt. Absolument. Puis je crois que ce qui a été discuté au niveau des 100 000 véhicules à atteindre, c'est d'ici la fin de 2020 et non pas d'ici le début de 2020. Ça ajoute quand même une grosse année. Puis on voit que la vente des véhicules électriques augmente de 60% en moyenne à chaque année au Québec. Nous, on a établi que ce serait peut-être à la mi-2021 qu'on atteigne cet objectif. Donc, pour quelques mois, je pense que ça ne vaut pas la peine de discuter comme ça. Bon, ben, je suis assez d'accord avec vous. Maintenant, vous avez parlé de l'exemple de la Norvège, puis vous nous citez dans votre rapport tableau comparatif avec le Japon, la Norvège et le Québec, puis vous voyez que, notamment sur l'étendue du territoire, vous mettez que le Québec, et vous avez raison, est à peu près 5 fois la superficie de la Norvège et du Japon. Par contre, en termes de densité de population, est-ce que vous avez évalué quel serait le ratio si on tenait compte de la superficie du Québec où se trouve la majorité de la population, c'est-à-dire de la frontière ontarienne le long des deux axes entre Ottawa et Québec, vraisemblablement, peut-être avec une incursion dans les cantons de l'Est, parce que quand on regarde au nord du 49e parallèle, le plan Nord, c'est 1200 km², mais il y a seulement que 120 000 personnes qui habitent là-bas. Alors, est-ce que donc, vous avez fait le calcul de ce ratio-là en tenant compte de l'espace habité du Québec? Oui, parce qu'on tient compte non seulement des propriétaires de véhicules électriques dans la province, on regarde aussi en Ontario où ils ont déjà un programme qui est subventionné par le gouvernement de bornes rapides, ce qui va permettre aux électromobilistes qui sont de plus en plus nombreux en Ontario puisqu'ils ont un incitatif de 14 000 Donc, les gens ont un incitatif important à acheter des véhicules électriques et ils veulent pouvoir continuer à utiliser leur véhicule, à faire du tourisme. Au New York, New Hampshire, il y a beaucoup de programmes comme ça. Donc, oui,
le ratio est de 2 %, donc 2 bornes rapides par 100 véhicules entièrement électriques. Par la suite, après 2021, on s'attend à ce qu'on puisse diminuer ça parce que les véhicules de première et deuxième génération ne se vendront plus. Il va y avoir des nouvelles technologies. Les batteries vont durer 500 km et plus pour la troisième génération. Plus grande. Alors, des véhicules avec une autonomie plus grande, donc qui viennent influencer sur le déploiement du réseau ou sur la configuration du réseau. Exact. Oui. Aussi, il faut faire attention parce qu'on ne veut pas que ce soit seulement des bornes de 50 kW qui soient installées, puis qu'on ait 1600 ou 2000 bornes rapides à 50 kW, parce que ça va être une technologie qui est dans désuétude. Déjà, les bornes de 100 kW sont disponibles et on s'attend à ce que le circuit électrique installe dès maintenant, à partir du moment où le projet de loi soit accepté, des bornes de 100 kW, parce qu'il y a déjà des véhicules qui sont disponibles qui acceptent ce type de recharge-là. Ça va diminuer le temps de recharge aux bornes. Ça va permettre une fluidité aux bornes aussi. Donc, vous concevez que le déploiement du réseau ne se ferait pas d'une façon nécessairement linéaire, c'est-à-dire le même nombre de bornes à chaque année ou un déploiement identique, mais qu'on va devoir tenir compte des situations et des données origine-destination, des principaux axes routiers et effectivement du fait qu'au fur et à mesure que la technologie va se déployer, par exemple, vous savez qu'il y a des bornes de recharge tout le tour du circuit de la Gaspésie, qui est un circuit touristique, donc qui n'a pas le même volume ou la même vélocité de véhicules que, par exemple, dans les déplacements quotidiens ou des déplacements liés au réseau de travail. Donc, ce que vous nous dites, c'est soyez prudents dans vos prévisions sur le mode de déploiement du réseau et assurez-vous que vous ayez une vision à long terme, c'est-à-dire qui tienne compte de l'évolution de la technologie, d'une part, et d'autre part, des besoins à court terme, parce qu'on doit avoir, c'est un peu comme faire décoller un avion, on doit mettre plein gaz au décollage, puis après ça, on peut atteindre une vitesse de croisière et réduire la vélocité. Maintenant, est-ce que, selon vous, parce que vous en avez parlé, le modèle actuel, et ça, on en convient, est épuisé, c'est-à-dire le recours au secteur privé comporte pour nous 2 inconvénients. D'une part, il faut aller chercher les gens qui sont intéressés, ce qui n'est pas nécessairement toujours facile, on le voit. D'autre part, ça ne crée pas un circuit qui est nécessairement cohérent selon les habitudes de déplacement. Est-ce que pour vous, le fait de confier ça à la société d'État, qui est Hydro-Québec, à travers le circuit électrique, c'est un élément qui va dans le bon sens pour la configuration du circuit? Monsieur le ministre, vous comprenez très bien la problématique. Je dois vous féliciter à ce niveau-là. Le circuit électrique a des gens qui sont... les partis d'opposition entendent ce que vous dites, là. J'espère que le volume est assez fort de votre côté. Oui. C'est enregistré. Les gens du département du circuit électrique chez Hydro-Québec sont des gens très qualifiés. Ils s'appuient sur des données probantes. Ils s'appuient sur des études qui peuvent démontrer les déplacements entre différentes régions. Donc, on peut pas seulement se concentrer à dire il y a tant de véhicules électriques en Montérégie, donc on va installer des bornes là. Les gens de Montérégie se déplacent, puis il faut voir où est-ce que ces gens-là se déplacent pour installer les bornes en conséquence. Puis comme on mentionnait, on essaie toujours de réinventer la roue. Pourquoi? Il y a un modèle qui a fait sa preuve à travers la planète, c'est le modèle de Tesla, qui déjà en prévision installe les bornes en de multiples stations. Donc, ils vont installer 8 à 16 à 32 bornes à un seul endroit et les gens vont s'y rendre par la suite. Puis ils savent que les ventes vont augmenter. On le sait déjà que les ventes vont augmenter au Québec. On prévoit déjà 100 000 véhicules. On prévoit déjà 300 000, 500 000, 1 million. Pourquoi se limiter à dire, on va mettre une borne ici, puis on verra plus tard si on a besoin d'en installer un deuxième. On multiplie les coûts. Puis oui, Hydro-Québec essaie de prévoir en ayant des installations qui vont être un peu différentes et s'assurer qu'on peut installer au minimum 2 bornes dans le futur. Les coûts vont augmenter dans le futur. On le sait, si on attend 1 an, 2 ans, on veut creuser le métro, on voit que les deviennent de plus en plus importants. On veut éviter
On veut que l'argent qui soit utilisé le plus intelligemment possible. Monsieur Rioux, il nous reste à peu près 7 minutes. Je vais essayer de faire des questions plus courtes. Je vous inviterai à avoir aussi des réponses plus courtes parce que je veux couvrir un certain nombre d'éléments que vous soulevez dans votre mémoire. Je reviens à l'exemple de la Norvège et au pessimisme du député de Saint-Jérôme. Alors lui, il dit, écoutez, ça devait être un miracle si jamais vous atteignez votre objectif. Vous semblez croire beaucoup plus au miracle un peu que lui. Est-ce que vous avez vu les chiffres en Norvège où, d'abord, l'écart dans la valeur d'achat, le coût d'acquisition d'un véhicule électrique sont beaucoup moins importants qu'ici? Ici, il peut y avoir une compensation par une subvention gouvernementale, mais quand même, l'écart est assez encore important, ce qui n'est pas le cas là-bas. Et malgré tous les éléments incitatifs de la Norvège, on voyait une croissance très lente de l'augmentation du nombre de véhicules électriques. Et selon le tableau que le ministre de l'Énergie lui-même en Norvège m'a présenté, c'est devenu une courbe exponentielle à partir du moment où le réseau, le circuit électrique de bornes de recharge rapide a été déployé. Et lui estime essentiellement ça lié au comportement humain, qui est une question de confiance puis de sécurité, en sachant que quand on aura besoin d'une recharge, on en aura une. Est-ce que vous pensez, vous, qu'on risque de voir le même phénomène ici au Québec? Vous êtes dans un groupe d'électromobilistes, les gens en parlent. J'imagine que vous avez des observations à faire là-dessus. Oui, on observe qu'on a besoin de 4 points principaux pour qu'il y ait une augmentation des ventes. On parle des incitatifs financiers. On espère qu'éventuellement, ça pourra augmenter pour accoter ce qu'il y a en Ontario. On doit avoir des infrastructures, c'est ce dont on parle aujourd'hui, puis il va y avoir un gros impact à ce niveau-là. Et on a même fait un projet avec le MTQ pour s'assurer que les bornes de recharge rapide soient indiquées sur les autoroutes. Comme ça, les automobilistes qui n'en ont pas de besoin vont quand même voir qu'à la prochaine sortie, il y a des bornes de recharge rapide. C'est une très belle publicité. Ça va inciter les gens, ça va les sécuriser en disant « Ah, ben, je fais toujours ce même trajet-là. Puis, si j'ai une auto électrique, je vais pouvoir m'arrêter puis faire une recharge. J'y vais, je saute en électromobilité. On a besoin de communication, puis on a besoin aussi de disponibilité. La loi mandat VZE va nous aider à ce niveau-là. OK. Alors, donc, 3 éléments que vous soulignez. Un circuit qui est cohérent. Un affichage aussi qui indique aux électromobilistes où ils peuvent aller. Donc, c'est un travail avec le ministère des Transports. À cet égard-là, je travaille en étroite collaboration avec mon collègue, le ministre des Transports. Et vous dites continuer les programmes incitatifs. Vous souhaitez évidemment qu'ils soient augmentés, mais continuer à tout le moins les programmes incitatifs pour l'acquisition de véhicules neufs et de véhicules usagés. Très bien. Et vous parlez de la loi véhicules zéro émission. Le député de Saint-Jérôme semblait dire qu'elle n'avait pas assez dedans, notre loi zéro émission. Je signalerai simplement aux gens qui nous occupent que le Québec est la seule juridiction en Amérique à avoir ce type de loi-là. On est très heureux d'être à l'avant-garde. Est-ce que vous voyez, vous, une augmentation de l'offre chez les concessionnaires, soit dans les véhicules usagés, soit dans les véhicules neufs, parce qu'on peut voir à travers la presse spécialisée dans le domaine automobile que la plupart des constructeurs veulent carrément se lancer. Il y en a qui vont tomber uniquement électriques à compter de 2020 d'ailleurs. Est-ce que vous voyez un impact positif sur l'augmentation de l'offre à l'heure actuelle? Je comprends les questionnements de votre collègue M. Boursier à ce niveau-là. Présentement, on a encore des listes d'attente pour les véhicules entièrement électriques au Québec. Donc, un appétit des consommateurs, il y a un manque de disponibilité. Heureusement, la norme VZE que nous avons au Québec est révisable à chaque année, ce qui va permettre de s'assurer que si elle manque dedans, bien, on pourra réviser le tout et s'assurer qu'elle réponde aux besoins criants qu'on a au niveau des consommateurs. Donc, le cadre évolutif de la loi véhicules zéro émission est le meilleur cadre qu'on puisse avoir, justement, parce qu'on peut d'année en année s'ajuster selon que les constructeurs se disciplinent ou non pour assurer une offre. Oui, et en ce moment, on a aussi une difficulté parce qu'il y a un approvisionnement important qui se fait en Ontario à cause des incitatifs. On se bat un petit peu. Nous, on a une loi zéro émission. Eux ont un incitatif important et ils ont un certain nombre de véhicules disponibles au Québec.
Mais ça va être aux manufacturiers à s'adapter à la demande et en produire plus. Et en augmentant la production, on diminue les coûts. Et nous, à maintenir la pression ici pour justement offrir... parce que ces listes d'attente-là, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle parce que les gens doivent attendre, mais c'est une bonne nouvelle parce que ça indique, c'est un baromètre de l'appétit des Québécois à se tourner vers les véhicules électriques ou à tout le moins les véhicules hybrides pour l'instant. Oui, le seul problème avec ça, c'est que les gens qui sont en fin de location, ils ont un certain temps afin de pouvoir obtenir un nouveau véhicule et ils se font dire que finalement, ça va être 8 mois. Bien, il y en a certains qui vont se dire, bon, ben, ça sera à ma prochaine location, à ma prochaine acquisition. Donc, ils délaient de 4 ans à 5 ans l'acquisition du prochain véhicule. Il nous reste 40 secondes. Je vous lance la question suivante. On m'a dit qu'il y avait certains vendeurs d'automobiles qui n'étaient pas très, très chauds à pousser sur les véhicules électriques. J'ai vu que vous aviez fait des représentations pour une approche pédagogique. Est-ce que vous croyez que les concessionnaires devraient avoir cette approche pédagogique auprès de leur personnel de vente? Oui, parce qu'on a encore des histoires d'horreur de vendeurs qui déçoivent les consommateurs pour les pousser vers l'essence, juste pour clore leur vente. On aimerait une meilleure éducation. On aimerait aussi peut-être un petit incitatif financier aux vendeurs ou à la concession pour s'assurer que la vente va être clos et que ça va être scellé pour s'assurer que les gens ne changeront pas d'avis par la suite. Bien, merci beaucoup, M. Rioux. Merci, M. le ministre. Votre temps est maintenant écoulé. Je laisserai la parole à l'opposition officielle. Monsieur le député de Saint-Jérôme, vous avez environ une dizaine de minutes. Merci. Je veux juste réagir à quelques propos qui ont été tenus. Et d'ailleurs, on parlait justement des concessionnaires qui n'ont pas assez de véhicules parce que les constructeurs ne leur en donnent pas assez. On y revient à cette loi véhicule zéro émission qui, selon nous, pas assez dedans, pas assez de pression sur les constructeurs pour donner des véhicules aux concessionnaires. Écoutez, à Saint-Jérôme, là, on mentionnait que d'ici la fin de l'été, là, c'est zéro véhicule qu'ils vont avoir. Alors, les gens ont des listes d'attente et effectivement, comme vous le souteniez, M. Rioux, il y a des gens qui, devant l'attente qui est exagérée et la non-disponibilité des véhicules, bien, ils se tournent encore une fois vers des véhicules à essence. Donc, on a un problème et puis... dans les autres propos qui ont été tenus, on parlait d'incitatifs à l'achat. L'Ontario, je vous fais remarquer, M. le ministre, c'est 14 000 d'incitatifs à l'achat. Il y a une belle réunion du G7. Là. On est le seul pays du G7. Le Canada ne donne pas d'incitatifs à l'achat de véhicules électriques. Il faudrait peut-être envoyer un mémo là, à travers les différentes réunions qu'il va y avoir justement au gouvernement fédéral de nous aider à ce niveau-là. Mais en Norvège également, on parle aussi d'un bonus-malus. Donc, les gens, s'ils achètent un véhicule à essence, sont obligés de payer une taxe, ce qui est le malus. Et le bonus, c'est retourné aux électromobilistes qui se procurent des véhicules électriques. Alors, c'est peut-être un aspect qu'on pourrait considérer pour améliorer la loi véhicule zéro émission. Mais je retourne à vos propos, M. Rioux. Je vais résumer ça pour le projet de loi 184 dans une belle phrase. On dit ça à Saint-Jérôme, à défaut de pain, on mange de la galette. Pendant 4 ans, le gouvernement libéral n'a rien fait justement pour améliorer la situation des recharges rapides qu'il y a sur nos routes du Québec. Et là, tout à coup, pouf, on a un projet de loi qui en propose 1600 d'ici 2028. Puis je vous comprends là, d'être content partiellement, d'avoir des réserves, mais d'après vous, vous qui avez été porteur d'une pétition de 10 000 signataires, où on demandait 2000 bornes de recharge rapide. Il faut bien comprendre, les gens qui nous écoutent, là, une recharge lente, c'est une borne qui coûte 5 000 et on a le temps de faire vraiment notre épicerie ou encore de s'acheter un marteau, de manger du poulet, là, où il y en a. Mais une borne de recharge rapide, c'est comme un gros frigo qui nous permet de recharger un véhicule électrique en 30 minutes. Donc, vous étiez d'accord avec une pétition qui en demandait 2000 d'ici 2020. Alors, est-ce que vous êtes toujours en faveur de cette pétition-là ou vous trouvez ça irréaliste? Pardon? On vous entendait pas bien. OK, c'est bon. OK. Donc, comme nous avons mentionné, notre objectif est toujours le même. On croit que s'il y a 100 000 véhicules électriques, entièrement électriques sur les routes d'ici 2020,
un pourcentage de 2 %, un ratio de 2 %, donc 2 bornes rapides pour 100 véhicules électriques est nécessaire pour rattraper le retard accumulé et aussi répondre aux besoins pressants. Par la suite, ça pourrait être diminué selon les technologies qui sont sur le marché, autant pour les véhicules que pour la recharge rapide, parce que ça évolue très, très rapidement tout ça. Donc, est-ce qu'on est heureux ou on est satisfait? On prend la galette présentement, j'aime beaucoup votre expression. On prend la galette, mais on veut s'assurer de continuer à discuter puis à être d'excellents partenaires avec le circuit électrique d'Hydro-Québec pour s'assurer que la distribution des bornes, la feuille de route soit fonctionnelle et permette aux électromobilistes d'aujourd'hui de diminuer leur temps d'attente puis que ça soit beaucoup plus efficace pour tous. Question pour vous à ce moment-là. C'est logique de croire que si on peut se permettre de rêver, M. Rioux, et possiblement de demander à Messmer, justement, de le faire. Mais donc, ça prendrait 1900 bornes d'ici 2020. C'est bien ça que vous nous dites, là. S'il y a 100 000 véhicules. Oui. S'il y a 100 000 véhicules entièrement électriques, absolument, oui. Là, c'est pas étant un gros donné chiffre si on compare avec est-ce que vous, là, vous croyez ça, 100 000 véhicules d'ici 2020? Là, je vous entendais parler tantôt, là, puis vous voyez, d'ici la fin de 2020, là, on étire un peu. Est-ce que vous croyez ça? Vous croyez ça possible? On parle que c'est, selon nos analyses, c'était beaucoup plus au 6e mois de 2021 qu'on pourrait atteindre ce chiffre-là, 97 000 enfin. Là, je vous retourne à ce moment-là la question. Avec les retards de livraison et la mauvaise volonté de plusieurs constructeurs qui ont même dit que leur pénalité en dollars carbone était pour les refiler aux concessionnaires parce qu'il y en a qui n'ont pas de modèle électrique. Alors, est-ce que vous croyez ça que les concessionnaires vont avoir assez de véhicules pour se rendre à cet objectif-là d'ici 2020? Ce qui va arriver, c'est qu'il y a de nouveaux produits qui sont présentement non annoncés officiellement et qui vont permettre d'augmenter l'offre. C'est ce qu'on a remarqué en Norvège. Lorsqu'on parle de la courbe d'accentuation des ventes en Norvège, il y avait bien sûr les bornes de recharge rapide qui avaient un impact, mais c'est aussi à chaque nouveaux modèles qui sont introduits sur le marché qui fait que les ventes augmentent. Donc, il y a un certain nombre de consommateurs qui vont être attirés par un ou l'autre des véhicules. On en rajoute un troisième puis un cinquième, puis ça attire certains consommateurs qui sont fidèles à leur manufacturier. Donc, des gens qui sont fidèles à Volkswagen vont continuer à attendre le véhicule de Volkswagen qui est 100% électrique. On a eu la e-Golf dernièrement et il va y en avoir d'autres aussi qui vont arriver. Les manufacturiers allemands investissent énormément d'argent pour s'assurer qu'il va y avoir une réponse positive du marché par rapport à cette demande-là. Si d'ici 2020, M. Rioux, on n'atteint pas le 100 000, on est peut-être en mesure de projeter un chiffre. Si on ne l'atteint pas, admettons qu'on atteindrait aux alentours de 70 000 véhicules électriques ou hybrides sur les routes du Québec. Est-ce que vous croyez qu'on va être en mesure d'atteindre le 2 % de bornes de recharge rapide pour l'ensemble de ces véhicules-là? Je pense que les gens d'Hydro-Québec vont être capables de vous répondre parce qu'ils ont ils doivent acheter le matériel et ils doivent s'assurer qu'il y a une disponibilité pour ces bornes-là aussi. Selon nous, ça serait possible, mais encore là, c'est leur approvisionnement qui dicte le tout. Vous avez parlé dans votre document d'un financement supplémentaire parce que semble-t-il que les électromobilistes actuellement seraient peut-être pas en mesure de payer l'ensemble des nouvelles installations de bornes de recharge rapide. On s'entend toujours, bornes de recharge rapide, c'est comme un frigo, il y a 2 prises de chaque côté. Alors, à quel financement supplémentaire vous pensez, M. Rioux, pourrait justement compléter l'achat de ces bornes-là? À quoi faites-vous allusion ici? Merci, Monsieur le député, d'amener ce point-là, parce que je voulais vraiment pouvoir en discuter. Financement possible, il y a quelque chose que vous avez déjà mentionné, c'est l'inaction du fédéral à ce niveau-là. C'est une honte présentement. Nous sommes le seul pays industrialisé qui n'a absolument aucun incitatif
à l'acquisition d'un véhicule électrique. On fait des représentations auprès du fédéral. C'est une guerre totale avec leur inaction. On parle de financement additionnel que le circuit électrique pourrait aller chercher parce qu'il y a un programme de financement fédéral pour les infrastructures. Au moins, il y a ça de disponible. Donc, je sais que le circuit électrique a déjà fait des démarches à ce niveau-là. Donc, ça, c'est une façon de le faire. Deuxième, ce serait du financement additionnel du Fonds vert pour augmenter rapidement le nombre de bornes rapides pour atteindre le seuil de 2 % jusqu'à la fin de 2020, quitte à ce que ces revenus futurs résultant de leur usage servent à rembourser en totalité ou en partie le fonds vert. Puis la troisième, mais c'est le projet pilote que le circuit électrique avait, s'appelle le circuit électrique duo, où il y avait des institutions, où il y avait des municipalités qui achetaient des bornes pour leur flotte et ils utilisaient ces bornes-là en privé pendant la semaine et lors des soirées ou des week-ends, alors qu'ils n'avaient pas besoin de recharger rapidement, ça aurait été disponible pour le public. Donc, ça augmente beaucoup et rapidement l'utilisation des bornes. Un peu comme on le fait déjà, nous, en tant qu'électromobilistes, on permet aux gens d'utiliser, on peut ou non, le permet d'utiliser nos bornes à domicile pour les partager. Monsieur Rioux, je vais terminer avec une dernière question pour vous. Est-ce que vous croyez qu'un gros coup devrait être donné au départ, à partir du Fonds vert, pour un immense déploiement de bornes rapides à travers le Québec, beaucoup plus que ce l'est actuellement? En 10 secondes. Oui, absolument. Je crois que c'est nécessaire, puis c'est pour ça qu'on le demande. Le financement présent ne sera pas suffisant pour rattraper les retards en plus. Merci beaucoup. On en est maintenant au temps de la deuxième opposition. Donc, Madame la députée de Saint-Hyacinthe, vous disposez de 6 minutes 30 secondes. Merci. Je vais les prendre point par point. Mon collègue a déjà posé la question sur le financement, alors votre réponse me convient. Je voulais le circuit cohérent. En fait, ça me rassure de voir que c'est la Société d'État Hydro-Québec qui va faire la configuration du réseau. Alors, sur ça, on s'entend, c'est un bon point. Sur les programmes incitatifs, pensez-vous qu'on devrait mettre un incitatif beaucoup plus grand chez les étudiants, par exemple, quand ils achètent leur première voiture, parce que on sait que c'est là première voiture, c'est une voiture électrique. Déjà là, on les part, puis ils sont habitués, puis c'est une question d'habitude, c'est une question, vous l'avez dit tantôt, ils deviennent tout de suite, ils vont être rassurés et tout. Pensez-vous qu'il devrait y avoir un incitatif plus grand chez les étudiants que chez les autres consommateurs? C'est un point très intéressant, puis je pense que les manufacturiers couvrent déjà ce point-là parce qu'ils ont souvent des programmes pour nouveaux diplômés qui leur offrent 1 000 1 500 $ de rabais, que ce soit pour un véhicule électrique ou que ce soit pour un véhicule à essence. Il y a aussi le fait que les étudiants peuvent pas toujours se permettre un véhicule neuf, donc les véhicules usagés avec l'incitatif du véhicule usagé vient remplir ce besoin-là, je crois, à ce niveau-là. Ouais. En fait, je voulais vous entendre justement sur les véhicules usagés. On a l'impression qu'il n'y en a pas tant que ça sur le marché, là. C'est très rare même. Donc, un étudiant, c'est difficile de se procurer. C'est beaucoup plus difficile de se procurer un véhicule usagé électrique qu'un véhicule usagé à essence. Non, de ce côté-là, je vous dirais qu'il y a un inventaire. Définitivement, les concessionnaires qui font de la vente de l'usager travaillent très fort à avoir un approvisionnement des États-Unis, des véhicules qui sont pas rouillés, qui sont en très bonne condition, qui ont un bas kilométrage. C'est surtout le fait qu'il manque de communication. Donc, les gens sont pas au courant qu'ils peuvent se procurer un véhicule usagé, électrique, où la batterie est encore en bonne santé. Donc, c'est tous les mythes qu'il faut essayer de dissiper à ce niveau-là pour que les gens soient en confiance. En tout cas, je vais vous dire, j'en ai magasiné 2 cette année pour mes enfants parce qu'ils commençaient à conduire. Puis je vais vous dire que moi, j'ai trouvé ça beaucoup plus difficile, en fait, que de trouver, évidemment, un véhicule. Et l'autonomie également est là pour beaucoup. Quelqu'un qui habite à Saint-Hyacinthe, par exemple,
la distance, selon la distance que tu as à parcourir, bien, c'est plus rassurant un véhicule à essence encore. Ça va changer pour avec les bornes, mais tantôt, le Parti québécois disait que la norme sur les véhicules de zéro émission devrait avoir beaucoup plus de mordants. Nous autres, on promouvoit un incitatif qui est sur le résultat, en fait, et non pas sur la pénalité. Parce que ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on devrait pénaliser les concessionnaires qui n'offrent pas assez de véhicules, alors que nous autres, on prône plus sur le côté positif. On donne un incitatif financier ou on donne plus d'incitatifs financiers, en fait, à l'achat du véhicule que de pénaliser nos entrepreneurs, parce qu'on en a reçu, j'en ai reçu récemment, et eux autres trouvent que c'est... ils trouvent ça difficile, là, cette loi-là, en fait. Puis, selon eux, bien, ils sont... eux autres sont à la merci, en fait, des producteurs automobiles. Donc, pénaliser, vous ne pensez pas que pénaliser le concessionnaire, c'est une mauvaise façon d'enrayer le problème? Bien, premièrement, je vais vous dire que nous ne sommes pas contre le pétrole, nous sommes pour l'électrification des transports. Il y a une grosse différence. Je n'ai pas parlé de pétrole ici, là. Oui. L'important pour nous, c'est de s'assurer que toutes les catégories de véhicules soient représentées. Puis je fais référence à M. le député de Saint-Jérôme qui mentionnait qu'il faudrait peut-être avoir un malus. Est-ce que c'est la bonne façon de faire? Oui, éventuellement, lorsque toutes les catégories de véhicules soient disponibles, qu'on parle des camionnettes, des fourgonnettes, puis que les gens ont le choix d'acheter l'électrique ou celui à essence, bien qu'on pénalise puis qu'on mette un malus sur celui qui va choisir celui à essence. Mais présentement, les véhicules ne sont pas fabriqués par les manufacturiers. Est-ce qu'on doit pénaliser le concessionnaire? C'est le manufacturier qui doit être pénalisé. Mais malheureusement, il y a certains contrats qui ont été établis par certains manufacturiers pour s'assurer que la facture serait refilée aux concessionnaires. Ce ne sont pas tous les manufacturiers qui font ça. Merci. Merci à vous. Il vous reste, vous disposez encore d'1 minute 30. Vous avez terminé? Mm-hmm. OK. Alors, M. Rioux, merci beaucoup pour votre intervention. Je vous remercie pour votre contribution. Je suspends les travaux quelques instants afin de permettre au prochain groupe de prendre place. Merci beaucoup.